Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc, comme a dit monsieur, je suis actuellement doctorante au CHUV, c'est le centre universitaire hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, en Suisse. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter nos recherches, enfin les recherches du laboratoire que j'ai rejoint, qui s'appelle le Neuroscape at Neurotech, qui porte sur des Serious Exergames for the Rehabilitation of Cognitive Deficits in multiple sclerosis. Les exergames, c'est un type de jeu vidéo qui va combiner de l'activité physique et des tâches cognitives. Donc, j'ai pas d'intérêt à déclarer. Donc, pendant ces prochaines minutes, je vais vous présenter tout d'abord pourquoi on s'intéresse à des interventions non pharmacologiques pour la réhabilitation des déficits cognitifs chez des patients atteints de sclérose en plaques. Et puis, je vais exemplifier tout ça au travers de la présentation des résultats préliminaires d'un projet pilote qu'on est actuellement en train de conduire et qui s'intéresse à l'utilisation justement d'un cognitive exergame pour cette population de patients. Donc tout d'abord, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central qui va toucher environ 18 000 personnes en Suisse et j'ai regardé du coup pour la France, 130 000 personnes en France. Et c'est une maladie qui cause beaucoup de symptômes qui peuvent toucher les dimensions physiques, les dimensions cognitives, mais également les dimensions émotionnelles. Et puis nous, on s'intéresse tout particulièrement à ces dimensions cognitive. C'est estimé qu'environ 2/3 des patients avec une sclérose en plaques vont avoir aussi des déficits cognitifs liés à cette condition. Et puis, ça va toucher différents domaines cognitifs, donc ça peut aller de la vitesse de traitement de l'information, ça peut toucher l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire de travail, la mémoire à long terme. C'est assez difficile de clairement catégoriser et définir les déficits cognitifs liés à la sclérose en plaques parce qu'en fait, ces déficits vont souvent co-occurrer. On peut en avoir plusieurs. Ça peut varier en termes de sévérité et puis aussi différents patients peuvent avoir des profils complètement différents. Et puis ces symptômes vont aussi différer selon d'autres facteurs tels que l'âge du patient, tels que le type de sclérose en plaques ou bien aussi le stade de progression de la maladie ou d'autres comorbidités telles qu'une fatigue importante, des angoisses, de l'anxiété, etc. Et le problème aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'approche standardisée de standard of care pour appréhender la réhabilitation cognitive chez ces personnes. Heureusement, il y a quand même des approches. Si jamais la batterie de l'ordinateur est très faible, voilà. Donc, il y a des approches pour s'occuper des déficits cognitifs dans la CEP, même s'il n'y a pas cette standardisation. Tout d'abord, des approches pharmacologiques avec des disease modifying therapies qui sont conçues pour ralentir la progression de la maladie et puis prévenir aussi le risque de rechute. Malheureusement, il n'y a pas de lien clairement établi entre ces traitements pharmacologiques et la réhabilitation des déficits cognitifs. Voilà pourquoi on se tourne vers des approches non pharmacologiques. Tout d'abord, la réhabilitation cognitive. On distingue les approches restauratives des approches compensatoires. Nous, on s'intéresse aux approches restauratives, c'est de faire des entraînements répétitifs et structurés pour entraîner des fonctions cognitives. Et puis aussi, on peut évoquer l'activité physique. L'activité physique, elle est recommandée pour des personnes atteintes de sclérose en plaques. Et il commence à y avoir des études qui montre des résultats préliminaires prometteurs pour encourager l'utilisation de l'activité physique pour mieux appréhender les difficultés cognitives rencontrées chez cette population. Hop là. OK. Si je zoome sur la réhabilitation cognitive, les approches sur ordinateur, des approches digitalisées, deviennent particulièrement pertinentes parce que, en fait, ces nouveaux outils vont nous permettre d'augmenter la difficulté de la tâche ou de varier en tout cas la difficulté de la tâche en augmentant par exemple le nombre de stimuli, la vitesse à laquelle ils sont présentés, leur complexité. Et puis on peut aussi ajouter les jeux vidéo sérieux ou avec des aspects de gamification, je ne sais pas si ça se dit en réalité, pour
encore améliorer l'adhérence et la volonté du participant de prendre part à ces entraînements cognitifs. Et puis dans ce contexte, on est aussi on a pour objectif de préparer une méta-analyse, une revue systématique et une méta-analyse pour essayer de voir parmi ces approches sur ordinateur, comment est-ce qu'elles permettent d'améliorer la qualité de vie des patients et notamment leur plainte cognitive et puis leur niveau de fatigue. Et si on ajoute à ça les activités physiques avec les bénéfices que j'ai brièvement évoqués, on peut aussi évoquer la combinaison entre la réhabilitation cognitive et les exercices physiques. Et là, avec encore les nouvelles technologies, on peut le faire, on peut créer des Cognitive Physical Dual Task Training sous forme gamifiée. Pour zoomer là-dedans, donc on peut définir ça, comme le fait de faire simultanément des exercices physiques et des exercices cognitifs. Et puis, pour voir l'état de la littérature, on a cherché dans la littérature et on a trouvé une méta-analyse récente qui s'intéresse vraiment à ça, à savoir si, est-ce que de faire, dans le contexte toujours de la sclérose en plaques, est-ce que cette combinaison entre activité physique et activité cognitive va mener à des bénéfices supérieurs qu'un type d'entraînement ou l'autre de manière isolée. Malheureusement, cette étude, qui est très récente, a pu inclure peu d'études à l'intérieur de la revue systématique. Ça montre que c'est un domaine qui est en train de gagner en intérêt, mais qu'on a besoin encore de plus investiguer tout ça pour arriver à plus d'informations. Et voilà. Pourquoi on y croit? Ici, je me base beaucoup sur l'étude de Herold et Hall de 2018, où ils présentent le Guided Plasticity Facilitation Framework. Et ils soutiennent que l'activité physique va avoir des effets facilitateurs, parce que ça va encourager la production de neurotrophic factors, qui vont être essentiels dans la synaptogenèse et la neurogenèse. Et puis, le deuxième processus, c'est les tâches cognitives, de s'entraîner cognitivement à faire des exercices. Ça va avoir un effet de guidance, c'est-à-dire qu'on va activer les mêmes réseaux de neurones et de synapses pour finalement renforcer et acquérir des nouveaux apprentissages. Et dans ce contexte, du coup, on peut voir soit une approche séquentielle, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la tâche physique et ensuite la tâche cognitive, ou inversement, ou des approches simultanées, donc où on va faire la tâche physique et la tâche cognitive en même temps pour obtenir ces bénéfices. Voilà, tout ça pour arriver à l'étude pilote qu'on est en train de mener. C'est une étude qui a été mise en place en collaboration entre l'Université de Californie à San Francisco et le CHUV, le Centre hospitalier universitaire vaudois, et qui a commencé en 2019. Et on s'intéresse à l'utilisation d'un serious exergame spécifique qui s'appelle le Body Brain Trainer pour la réhabilitation des déficits cognitifs dans la sclérose en plaques. Et je peux vous montrer donc. Là, c'est moi en train de faire ces exercices et comme vous voyez, pour répondre aux tâches cognitives qui sont demandées sur l'ordinateur, je suis obligée de bouger mes bras et en fait relativement tout mon corps pour aller attraper ces stimuli. Ici, vous m'avez vu jouer au module Task Switching, mais on a aussi d'autres modules qui vont entraîner différentes fonctions cognitives. Et puis, un avantage de ce jeu aussi, c'est qu'il y a un système de boucle fermée, c'est-à-dire que la difficulté du jeu va s'adapter en temps réel à la performance du participant. Donc, d'une part, la performance cognitive, plus la personne va être rapide et faire correct, plus la difficulté va augmenter. Et puis aussi, ça se voit pas, mais j'étais en train de porter une ceinture qui enregistre ma fréquence cardiaque en temps réel pour garantir que je reste toujours dans un taux, dans une frange optimale pour l'entraînement et que ce soit ni trop difficile ni trop facile pour que je reste motivée à m'investir là-dedans. Et puis vous avez vu aussi l'aspect jeu vidéo sérieux, c'est d'avoir des graphiques qui soient le plus immersifs possible. Il y avait de la musique, mais je ne l'ai pas mise parce que je voulais parler en même temps, mais il y a de la musique. Et puis il y a aussi un feedback en temps réel. Je gagne des points au fur et à mesure que je joue. Donc voilà, tous ces aspects de jeu pour augmenter à nouveau la motivation. Dans ce projet, on a inclus 24 participants
donc toutes des personnes atteintes de sclérose en plaques, et on s'est intéressé à recruter des personnes qui ont une plainte subjective cognitive, donc qui se plaignent de déficits cognitifs en lien avec la sclérose en plaques. Et puis surtout, au niveau des critères d'exclusion, on s'est assuré que ces personnes ne soient pas à risque de chute. Et on a ensuite réparti ces participants de manière aléatoire dans 2 groupes. Donc on se retrouve avec 12 participants dans le groupe intervention où les personnes ont joué au jeu que je viens de vous montrer, le Body Brain Trainer. Et puis un groupe actif control, le Mind Body Trainer, où là les gens se sont entraînés sur tablette. Cette fois c'est de manière séquentielle. Ils ont commencé par apprendre une langue via Duolingo et puis ensuite faire des exercices de stretching. Et ici, l'idée de ce contrôle actif, c'était que de cette manière, tous les participants ont reçu exactement le même agenda, la même quantité de sessions, le même type de supervision pour essayer de limiter au mieux les effets potentiels d'apprentissage et puis surtout les effets d'attente de la participation à un protocole. Et voilà la méthodologie, donc le design de l'étude. Donc le cœur de cette étude, c'était la période d'entraînement qui a consisté en 12 sessions sur 4 semaines. Donc les patients sont venus s'entraîner 3 fois par semaine à l'une ou l'autre des interventions. Avant et après cette période d'entraînement, ils ont fait des batteries d'évaluation cognitive et d'évaluation physique pour justement voir entre avant et après si on avait une amélioration. Et puis l'idée est qu'ils reviennent aussi à une session de follow-up pour qu'on puisse, 6 mois après la fin des entraînements, voir si on a des effets à plus long terme de ces entraînements. Les objectifs, c'est une étude pilote, donc avec 24 participants. L'objectif premier de cette étude pilote, c'est de vérifier l'adhérence et la sécurité du protocole et puis de cette nouvelle intervention pour des personnes atteintes de sclérose en plaques. Et on a quand même fait des analyses pour avoir des idées préliminaires de l'efficacité, mais voilà, ces résultats-là sont... On n'a pas suffisamment de participants pour prétendre à obtenir des résultats très solides et très significatifs, mais pour avoir une première idée, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Tout d'abord, pour l'adhérence, on a vu en tout 30 patients en session de screening et puis on a pu en inclure 24, donc ça donne un taux de recrutement de 80%. Et puis, au niveau de l'adhérence au protocole, on a dans le groupe BBT, dans le groupe intervention, on a 10 patients qui sont allés jusqu'à la fin des jeux, et puis 12 dans le groupe contrôle. Donc ça, on parle vraiment de primary endpoints, pré-post. Et pour le follow-up, en fait, c'est encore en cours. On a des patients qui vont revenir jusqu'en janvier de l'année prochaine. Donc pour l'instant, on s'intéresse vraiment aux résultats pré-post. Pour un petit peu mieux aussi définir les caractéristiques de la population d'intérêt et puis aussi s'assurer que quand on a fait cette répartition aléatoire dans les groupes intervention et contrôle, qu'on avait bien des échantillons qui sont comparables. Et oui, donc vous pouvez voir qu'on a inclus tous les types de sclérose en plaques avec une majorité de type relapsing remitting, ce qui correspond à ce qu'on observe dans la population générale. On a regardé typiquement leur niveau, leur degré de handicap avec un test qui s'appelle l'EDSS. Là, ça montre que c'est un handicap minime parce que vraiment, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de chute. Et puis, on a regardé aussi via le MSNQ des plaintes cognitives et via le MFIS la fatigue. Et là, si on considère les cut-offs, les patients sont à peu près à la limite entre très fatigués et pas fatigués. Voilà, ils sont un peu entre deux. Et puis aussi, pour voir l'adhérence, on a, à la fin de la dernière session, tous les participants ont fait un questionnaire qui s'intéresse à leur ressenti subjectif par rapport à l'intervention. On leur a demandé déjà comment c'était fun de participer à ces jeux sur une échelle de 1 à 9. Et puis après, on leur a posé des questions, on leur a demandé s'ils pensent que leur participation au jeu a permis d'améliorer le niveau de stress, le bien-être émotionnel, la capacité à éviter des distractions et la capacité à se concentrer. Et ici, l'échelle était sur 7. Donc, ce qu'on peut dire de ces résultats-là, c'est que globalement, l'adhérence était haute. Elle n'était pas significativement différente entre un groupe et l'autre, quoique une tendance à investiguer ici pour le bien-être émotionnel, qui tendait à être un petit peu plus haut dans le groupe intervention.
Et puis pour la sécurité, évidemment on enregistre s'il y a des événements indésirables. Pour l'instant, on n'a pas eu d'événements indésirables en lien avec la participation au protocole. Pour les résultats plus quantitatifs, avec à nouveau de faire attention que c'est un petit échantillon, donc ces résultats doivent être interprétés avec attention. On s'est intéressé à deux tests cognitifs. Tout d'abord, le premier test, le Symbol Digit Modalities Test, c'est un test qui est très très utilisé chez les personnes atteintes de sclérose en plaques parce qu'il va mesurer la vitesse de traitement de l'information, qui est une des grandes dimensions affectées par la CEP. Les patients, ils voient cette grille de correspondance entre des chiffres et des symboles, et puis après, ils ont 90 secondes pour remplir la grille en répondant aux symboles correspondants. Ils doivent vraiment aller de gauche à droite et respecter l'ordre. Certains voulaient adopter d'autres stratégies, mais on doit les en empêcher. Et puis, on compte le nombre de réponses correctes. On s'est aussi intéressé à la mémoire visuospatiale et à l'apprentissage visuospatial, et là c'est avec un autre test qui s'appelle le BVMTR. Les patients voient cette planche de 6 figures pour 10 secondes, oui. Et puis après on leur présente une feuille blanche et ils doivent reproduire de mémoire les 6 figures qui leur ont été présentées. Et puis cette procédure, on la répète 3 fois. Donc 3 fois, ils se retrouvent avec la feuille et ces 6 figures pendant 10 secondes, et 3 fois, ils doivent se rappeler de tête quelles étaient ces figures. Et on compte des points pour la précision des dessins et aussi pour est-ce que l'emplacement du dessin est correct par rapport au modèle. Et finalement, on s'intéresse beaucoup aux Patient Reported Outcome Measures. C'est des questionnaires auto-reportés parce qu'en fait, les patients peuvent rencontrer des challenges dans leur vie qui ne vont pas forcément être perçus dans un test objectif clinique, mais qui peuvent quand même être présents. La recherche et la clinique va de plus en plus vers une approche centrée sur le patient, d'où la pertinence d'utiliser des questionnaires auto-reportés, puis aussi ultimement, on aimerait savoir si nos interventions aident évidemment pour améliorer certaines dimensions cognitives spécifiques, mais aussi pour savoir si au niveau de la qualité de vie et au niveau de la vie de tous les jours, est-ce qu'on arrive à avoir un impact. Donc on s'est intéressé aux plaintes cognitives, à la fatigue et à la qualité de vie. Et puis, voilà. Donc on a regardé, on a comparé entre avant et après la période d'entraînement pour chacun des groupes sur ces tests que je vous ai présentés. Et puis, on peut voir que globalement, si on considère uniquement le changement en score brut, on a des changements qui vont dans la bonne direction. Le changement était plus important dans le groupe contrôle pour le SDMT que dans le groupe intervention. Et puis, pour les autres tests, c'était un petit peu plus élevé dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle. Et pour visualiser ces changements et ces résultats, on peut voir des line plot representation. Et ici, on a fait des analyses de groupes. Attention, là, on a vraiment traité les deux groupes séparément pour calculer des tailles d'effets, donc des effect size. Et un effect size de 0,8 est considéré comme grand. Et ça permet de comparer en fait chacun des groupes à leur propre baseline pour mesurer l'amélioration dans chacun des groupes. Et alors voilà, on peut voir que au niveau du SDMT, le groupe contrôle qui est en bleu, c'est un peu mieux amélioré que l'autre groupe. Au niveau du BVMTR, ils se sont retrouvés au même endroit à la fin, mais ils n'étaient pas tout à fait au même endroit au début. Et puis, au niveau des plaintes cognitives et de la fatigue, les résultats vont dans la bonne direction puisqu'une diminution du score signifie une diminution des plaintes et une diminution du degré de fatigue, mais avec des tailles d'effets un peu plus élevées pour le groupe intervention que pour le groupe contrôle. Et finalement, l'effet le plus intéressant, le plus important en tout cas, était lié à la qualité de vie, où pour la sous-échelle mentale de ce test, les patients sont dans les deux groupes partis à peu près du même niveau, mais là vraiment uniquement le groupe intervention s'est beaucoup amélioré, donc c'est des résultats qu'on est en train d'investiguer. Donc, au niveau des prochaines étapes, tout d'abord, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des thresholds for clinical significance. Donc,
qu'est-ce qu'un changement de 3 points à tel test signifie pour un clinicien et qu'est-ce qui va signifier pour un patient, et aussi à quel moment un patient, quel degré de changement il faut qu'il ait pour que le patient dise « Ah oui, effectivement, ça a eu un effet dans ma vie de tous les jours ». Donc ça, on va chercher. Et puis, évidemment, pour aussi voir s'il y a des effets à long terme de notre intervention, ce sera quand on aura toutes les données de pouvoir aussi inclure dans ces calculs et dans ces résultats, les résultats des évaluations de follow-up à 6 mois. Et puis, finalement, durant ces tests physiques et cognitifs faits avant et après, on avait plus que 5 outcomes. On avait aussi des outcomes physiques, d'autres outcomes cognitifs et d'autres patient-reported outcome measures. Et les analyses complémentaires vont permettre aussi d'intégrer un maximum de tests dans les interprétations. Pour conclure, donc, on n'a pas du coup de consensus pour savoir comment appréhender les déficits cognitifs dans la sclérose en plaques, mais si on s'intéresse aux interventions non pharmacologiques, aux interventions cognitives, aux interventions physiques et à leur combinaison, on est sur des voies prometteuses qui méritent d'être investiguées. Et puis, finalement, le dernier accent sur lequel j'aimerais insister à nouveau, c'est justement ces patient-reported outcome measures, pour rappeler que c'est le patient qui est au cœur de l'intervention et qu'on aimerait s'intéresser pas seulement aux effets de l'entraînement sur le même test ou sur des tests très ressemblants, mais vraiment sur l'effet sur la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on a conduit cette étude pilote. On peut déjà conclure que l'adhérence, malgré l'intensité des entraînements et la durée du protocole, l'adhérence des participants était très élevée et puis la sécurité était bonne. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans la mise en place d'un projet à plus grande échelle. On va passer de 24 participants à 192 participants, 3 bras, pour avoir des résultats sur l'efficacité clinique avec une taille d'échantillon beaucoup plus importante. Et je remercie aussi les autres collaborateurs qui sont sur ces études. Voilà, merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir en fait si vous aviez peut-être réfléchi dans une perspective de suite peut-être beaucoup plus loin, mais sur les personnes qui avaient, en plus de la sclérose en plaques, des troubles sensoriels en fait. Je vous dis ça parce que évidemment votre intervention me fait écho à une patiente que j'accompagne en ce moment qui, en plus d'avoir la sclérose en plaques, en plus d'avoir aussi un trouble psychopatho autre aussi, a une déficience visuelle. Et du coup, est-ce que peut-être en termes de feedback, est-ce qu'il y aurait peut-être des possibilités, parce que je crois comprendre bien le potentiel de ce genre de jeu, quoi, de serious game. Mais est-ce qu'il y aurait des possibilités, par exemple, d'avoir des feedbacks peut-être auditifs plus renforcés, ou alors peut-être plus de contraste ou des différences de contraste pour pallier justement ce type de troubles sensoriels particulièrement? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, j'ai pas programmé le jeu, mais j'imagine que oui, on pourrait. Alors, il y a déjà des retours auditifs et puis de la musique, etc., pour plus d'immersion. Après, là, c'est vrai que pour ce projet pilote, on a été assez restrictif au niveau de nos critères d'inclusion. Donc, justement, de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de chute et puis aussi que la personne voit bien où elle va pour à nouveau éviter le risque de chute. Donc, c'est aussi pour ça que on aimerait pouvoir comparer avec une approche identique mais sur tablette, typiquement, pour pouvoir essayer d'étendre aussi ce type d'intervention aux personnes qui ne pourraient pas prendre part au jeu debout puisque ce serait trop de risques pour elles. Mais oui, ce serait très très intéressant. Et après, c'est vrai que s'il y a aussi des problèmes, des difficultés au niveau de la sensibilité, alors la tablette, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut poser problème. Enfin, c'est assez difficile justement d'isoler uniquement les symptômes cognitifs chez cette population, puisque ça vient avec d'autres comorbidités. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse, peut-être vous avez pu assister à la présentation de Étienne Salard hier, qui est juste là. On s'intéresse aussi dans la mise en place de l'étude à grande échelle, d'impliquer des patients ou des représentants de patients, des personnes qui sont directement concernées par la maladie et qui peuvent justement nous poser ce genre de questions que vous êtes en train de poser pour nous faire réfléchir un peu mieux sur ce qu'on est en train de mettre en place et à qui est-ce que ça pourra bénéficier, est-ce qu'on touche assez de gens.
J'aimerais une petite remarque qui va dans le sens aussi de ce que vous disiez. Alors, je ne sais plus du tout de qui est cette phrase, mais il y a quelqu'un de compétent, j'imagine, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont subjectives qu'on ne peut pas les évaluer objectivement ». Et les questionnaires, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de méthodes qui existent pour évaluer leurs propriétés. Il y a des questionnaires qui sont infiniment plus fiables que certains biomarqueurs, certaines autres façons qu'on considérait plus objectives d'évaluer les choses. Donc c'est pas forcément systématique et tout, mais aujourd'hui il y a quand même des questionnaires qui sont vraiment très très solides et qui permettent d'évaluer des concepts subjectifs de façon tout à fait rigoureuse. Et il y a pas mal de gens qui ont utilisé des questionnaires dans tout le summit, là, sur les communications orales ou les posters. Voilà, petite remarque. Merci pour la présentation. Moi j'avais une question toute simple. Pourquoi avoir fait le choix de faire du stretching sur le MBT alors que pour le BBT, ça va être plutôt un exercice aérobie qu'ils vont devoir faire? Oui, merci beaucoup. Alors, j'étais pas non plus là au moment de la mise en place du projet. C'est un projet qui a commencé en 2019 et que j'ai rejoint en 2023. Mais l'idée du groupe contrôle, c'était vraiment d'avoir... En fait, c'est important d'avoir un groupe contrôle pour contrebalancer avec l'intervention et essayer de contrôler justement les effets d'apprentissage et les effets d'attente. Donc on ne peut pas avoir de groupe contrôle inactif, mais là l'idée était de contraster justement avec un exercice physique extrêmement actif et quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette version tablette, parce qu'à terme, comparer la version avec la composante physique et sans la composante physique, ce sera encore plus pertinent pour isoler le bénéfice de cette composante physique-là. Et du coup, par exemple, faire un groupe où ils font d'abord un apprentissage d'une langue comme dans le MBT et après un exercice aérobie, est-ce que ça peut être faisable? Ce serait très intéressant aussi. Oui. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Mathilde Denis.